8 candidats à la présidence, réunis mardi, n'ont pas réussi à trouver un accord pour désigner un candidat unique pour la présidentielle du 25 octobre 2015. Sauveur Pierre-Étienne, Fred Brutus, Wessner Polycarpe, Dera Simon Dieuseul, Jean-Henri Séan, Éric Jean-Baptiste avaient répondu à l'invitation de leurs collègues Steven Benoît et André Michel. Si le candidat du MAS, Éric Jean-Baptiste, a affiché sa déception, le professeur Étienne a qualifié la rencontre d'historique. Cette rencontre a permis aux 8 candidats à la présidence d'esquisser une ébauche d'accord entre les leaders de l'opposition. Ils ont qualifié le premier tour des législatives de coup d'État électoral perpétré par le gouvernement et les partis affiliés. Les résultats sont faussés dans une centaine de communes. Tous ont réclamé donc des corrections avant le second tour des législatives. Autrement, le pays risque de sombrer dans l'anarchie sanglante et le chaos, a lancé le professeur Étienne. Il a aussi ajouté que les autorités électorales et gouvernementales doivent absolument apporter les corrections nécessaires. À l'unanimité, les candidats présents ont quand même exigé la reprise des élections sénatoriales dans les départements du Nord, de l'Artibonite et de l'Ouest. Le secteur protestant, dans sa tentative de choisir un candidat unique, n'a pas non plus obtenu le résultat escompté. Au terme d'une longue réunion et d'un vote, 3 candidats ont été sélectionnés, Chavannes Jeune, Clarence Renoir et Jean Palem Mathurin. Les 3 candidats sont réunis à huis clos pour trouver un consensus. D'ailleurs, selon Maître Snerfevry, une entente sera obligatoirement trouvée. Le Front national des candidats pour la lutte de la démocratie, composé de représentants de divers partis politiques, réclame la démission des membres du Conseil électoral provisoire et l'annulation tout bonnement des élections du 9 août dernier. Cette structure, lors d'une conférence de presse ce mercredi, a annoncé la poursuite de la mobilisation en vue de forcer les conseillers électoraux à satisfaire leurs revendications. Alors que le CEP met le cap sur le scrutin du 25 octobre, des candidats déçus réclament la démission de tous ses membres. Regroupés dans une structure, ces hommes et femmes politiques lancent un appel à la mobilisation. Ils entendent manifester dans les rues de la capitale ce jeudi pour crier haut et fort leur frustration et exiger l'annulation des législatives du 9 août dernier. Alfred Nicanor est le porte-parole du Front national de coordination des candidats pour la lutte démocratique. Nous prenons la bataille dans le carré parfait de la non-violence, dans l'esprit Gandhi, pour que nous fassions Monsieur Oppo changer maman de bassin pile misère pour le grand île. Si Oppo remet maman, si Oppo remet madame, si Oppo remet petite li, si Oppo croit dans les rapports, les croit dans la constitution, c'est pour le quitter président Matéli, ne m'a là pour contre lui, pour le démission. Si jusque-là des partis politiques ont mené des actions individuelles, cette fois-ci, unis, ils souhaitent que leurs revendications soient satisfaites. Pas question de poursuivre le processus avec l'actuel CEP, rétorque pour sa part Louis-Gérald Gilles, membre du Front. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest est loin d'accepter ce qu'il appelle la mascarade du 9 août dernier. C'est la raison pour laquelle on doit barrer la route au Conseil électoral, poursuit-il. Nous-mêmes, le Front, nous avons sorti Pont Rouge, nous avons croisé pour nous rencontrer ce matin, pour nous monter pour nous aller dans Bec Delmar. Vendredi, tout département a levé campé pour nous dire au pont avec CEPA, nous ne pouvons pas remettre choix ça. Et c'est toute une série de mobilisations que le Front national de coordination des candidats entend lancer pour réclamer la démission des membres du CEP. Ce que souhaite vivement Nadine Anilus, candidate à la députation pour la commune de Carrefour, avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle, car il en va de la crédibilité des représentants des différents secteurs. Spécifiquement secteur femmes, nous demandons de retirer les représentants dans le CEPA parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons seulement 8% de femmes qui sont sous liste. Aujourd'hui, dans la sélection que nous avons, pas de 3 femmes. Définitivement, tous les projecteurs sont fixés sur le Conseil électoral provisoire.
D'un côté, ceux qui demandent la mise en place d'une commission d'évaluation des élections, de l'autre, ceux qui exigent leur annulation. Entre toutes ces propositions et ces remontrances, le CEP demeure muet. Quand on voit les abandons. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, incite les parents à faire le maximum pour que leurs enfants aillent à l'école dès le 7 septembre. M. Maniga rappelle que cette année encore, le ministère de l'Éducation a subventionné de nombreux ouvrages et a donné plus d'1 million en dotation. Il précise que des instructions ont été passées pour que les enfants qui n'auraient pas encore d'uniforme à la rentrée soient quand même acceptés. C'est un effort que le pays doit consentir pour l'aider à progresser. Est-ce que les parents sont prêts? On sait que pas nécessairement, pas tous. C'est l'histoire d'Haïti depuis 200 ans, que tous les parents n'ont pas toujours les moyens suffisants pour scolariser convenablement leurs enfants. C'est un combat. Est-ce que c'est une raison pour reporter la rentrée scolaire? Quand la République voisine à côté, avec laquelle on a autant de disparités, a ouvert ses portes dès le 17 août, donc on a 3 semaines d'écart, on se bat pour entrer environ dans les 200 jours d'école, je pense que ce serait la pire des choses si à l'intérieur du même pays, certains enfants reçoivent 191 jours de classe et d'autres en reçoivent 100. Ce serait encore une grave crise qu'on prépare pour l'avenir si de l'autre côté, les autres enfants passent 200 jours à l'école et qu'en Haïti, qu'on passe 100 jours à l'école. Je pense que c'est ainsi qu'il faut inscrire cette volonté d'être prêt pour que les parents, malgré les difficultés, envoient leurs enfants dès le premier jour, avec la précaution que le ministère prend en invitant les chefs d'établissement, les directeurs, à accepter que les parents qui ne soient pas prêts envoient leurs enfants sans uniforme, envoient leurs enfants avec les moyens qu'ils ont, parce que le plus important, c'est qu'on ne soit pas comme il y a 30 ans, que uniquement la moitié des enfants allaient en salle de classe, tout se passait entre guillemets bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 90%, 10% hélas n'iront pas encore cette année. Ce qui est important, ceux qui ont la possibilité d'y aller, c'est qu'ils aillent dès le premier jour. Mais c'est un effort que le pays se doit de faire. Il est inacceptable qu'en 2015, qu'on soit encore à ce tournée de scolarisation. Le gouvernement du Japon a accordé 30 millions de dollars américains à Haïti pour la reconstruction des ponts de la Croix des Missions et de la Route 9. L'accord a été paraphé ce mercredi par le ministre haïtien des Affaires étrangères, le NER Renault, et le chargé d'affaires du Japon en Haïti, Katsuyoshi Tamura, en présence du ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau. L'agence japonaise de coopération internationale sera le maître d'œuvre de ces 2 ouvrages d'art qui se trouvent sur la nationale numéro 1. L'accord, signé ce mercredi, sera valide jusqu'en 2021. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir signé avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Renault, l'échange de notes relatifs à la mise en œuvre effective des travaux de construction de ces 2 ponts. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien, à titre de don, un montant total de 3,672 milliards de yens japonais, soit environ 30 millions de dollars américains, qui servira d'une part à la construction de ponts sur la route 9, qui débouche sur la route nationale numéro 1, et d'autre part à la construction de ponts de la Croix des Missions sur la route nationale numéro 1. La construction de ces 2 ponts vise principalement 2 objectifs. Premièrement, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la population haïtienne sur le plan économique, en facilitant le transport entre la partie nord et la partie sud de la zone métropolitaine. Deuxièmement, c'est de protéger les habitants des communes concernées contre les inondations dans le souci de respect de la vie humaine. Le financement du projet de construction de ces 2 ponts est en droite ligne de la dynamisation de la coopération entre la République d'Haïti et la République du Japon, observée au cours des dernières années. C'est une contribution significative, somme toute, à la réalisation des objectifs stratégiques
et des actions prioritaires de l'administration du président de la République et du gouvernement en place dans le cadre de la reconstruction d'Haïti et de la création des conditions de son développement durable sur le moyen et le long terme. À cet égard, je félicite et remercie une fois de plus le gouvernement japonais pour son appui inconditionnel aux différentes actions visant la construction ou la reconstruction des infrastructures administratives et socio-économiques du pays, particulièrement sous l'administration Martelly, les interventions de la coopération japonaise dans les domaines des travaux publics, de l'agriculture et de l'assainissement, entre autres, sont de nature à contribuer au redressement de l'économie nationale, à l'amélioration continue des conditions de vie de la population et au développement durable du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé ce mercredi au lancement de la composante Accès au crédit aux micro-entreprises. Par cette activité, l'État haïtien entend poursuivre ses démarches dans la perspective du développement dans le pays, selon ce qu'a fait savoir le ministre Jude RVD. Moi, a répété un propos que le gouverneur de la banque, M. Castel, était tenu dans un événement qui était autour de la croissance et de l'économie. Il a dit que nous ne sommes pas capables de continuer à comporter nous tant que des passagers, que le fait que nous chitons en première classe, nous fait comme si nous ne connaissions que une bombe qui lance bagage, même avion côté nous hier. Ça, c'est une image qui dit que faut nous capables de voir les yeux nous sous toute composante société et permettre que l'action que nous avons conduite ait un équilibre qui fait. Tentative ça, et plus pour tentative, projet ça que nous lançons avec les partenaires ça, il visait justement à faciliter l'équilibre ça. Moi souhaité que d'autres groupes de la communauté capables de Haïti Chéri Matin qui est avec nous, retrouver nous dans le programme à caractère ça. Et PSME, SAE, c'est deux niveaux de préoccupation. Et SAE a plus de vulnérabilité. C'est généralement des personnes ou de activités qui ont conduit toujours dans l'informel, mais qui n'ont pas vraiment bénéficié de structures qui permettent qu'il y ait accès à capital. Et le programme SAE soutient aux entreprises nous éteignent sur tout territoire, li présent dans tout département, li fait appel à des approches qui plus souples, qui pour permettre que capital, financement que ont besoin pour travailler, yo capable de plus facilement, format juridique à l'intérieur duquel pour évoluer et yo plus adapté à la vulnérabilité que vous avez. Donc tout projet ça c'est pas des projets qui traduisent au moment dans le ministère Commerce et Industrie, c'est une politique publique liée. Le groupe de recherche et d'appui à la production nationale GRAPNA organise les 29, 30 et 31 octobre prochains une foire internationale Haïti Expo 2015 intitulée « La production nationale d'Haïti à la conquête du monde ». Ceci aura lieu en Floride. Selon Jean-Étienne Boisvert, responsable de relations publiques du GRAPNA, cette initiative vise à promouvoir la production nationale à travers le monde et aussi permettre aux personnes d'apprécier les potentialités offertes par les produits haïtiens. Voilà toujours à fait avec même objectif, mettez production nationale là dans le plus haut niveau. Mettez production nationale là, j'en ai dit maintenant, dans la conquête, on a cherché l'autre marché pour producteurs. Parce que nous-mêmes dans GRAPNA, nous croyons que ce n'est pas faire revendeur, faire l'argent, mais c'est prendre producteurs, mettre sur un marché côté, il y a des possibilités pour que vous ayez contact avec les gens qui acheté, avec investisseurs, puisque j'en nous dis déjà dans l'autre conférence, il y a des conférences, débat côté, n'a présenté produit côté investisseurs, il y a des possibilités pour être en contact direct avec producteurs.
Nous-mêmes dans CLAPNA, comme organisation qui a coré producteurs, nous pensons un contact avec producteurs, c'est lui qui a plus bon pour producteurs. La plus bon pour producteurs, la plus bon pour pays, parce que les producteurs ont plus moyens et ça n'est les productions nationales réelles.